De présenter aujourd'hui un sujet qui m'est cher, qui est l'endométriose et sa relation avec la fertilité. Donc la relation entre endométriose et fertilité est une relation assez complexe puisqu'il n'y a pas que la fertilité qu'il faut prendre en compte quand on a à gérer l'endométriose. C'est pour cela qu'il faut avoir un abord prospectif concernant l'avenir de cette patiente et de sa prise en charge thérapeutique. S'il vous plaît, l'écran ne marche pas, s'il vous plaît. Mademoiselle, l'écran ne marche pas. Donc, pour une mise en jambe ou une mise en bouche, les définitions connues de tout le monde, c'est la présence de stroma ou de glandes endométriales en position ectopique en dehors de la cavité utérine. Il y a des formes superficielles, des formes profondes, des kystes endométriosiques, de l'adénomiose. Tous ces anomalies vont bien sûr influer sur la fertilité, chacune à son niveau et chacune à sa manière. Juste pour schématiser, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'endométriose est une catastrophe pour la fertilité puisque l'implantation sur ce type d'utérus est très délétère et ces lésions peuvent entraîner une disruption, une anomalie du processus de fécondation au niveau chimiotactique, au niveau cellulaire, au niveau micro-environnemental et altérer la fertilité. Alors, une altération de la fonction péritonéale, comme on l'a dit, on va passer rapidement, augmentation des anticorps au niveau endométrial gênant l'implantation, des anomalies d'ovulation qui peuvent se faire soit par pathologie de l'ovaire due à cette imprégnation en contexte inflammatoire, contexte endométriosique, mais également par les adhérences qui créent une dystrophie par en dehors, qui peuvent entraîner une réponse parfois macrokystique, parfois dystrophique de l'ovaire aux stimulations et parfois même en début de stimulation. Alors, les principaux facteurs anatomiques, c'est facilement concevable, les adhérences, les rétractions, les hydrosalpinx, les modifications anatomiques des trompes, tout ceci peut entraîner une anomalie de la fertilité et 25% à 50% des patientes présentant un problème d'infertilité ont une endométriose. Ce n'est pas négligeable. 30 à 50% des femmes ayant une endométriose auront un problème de fertilité. Et les femmes infertiles sont 6 à 8 fois plus de risque d'endométriose quand il y a une fécondité diminuée. Alors cette association, rentrons dans le vif du sujet, nécessite un abord médical, scientifique, mais également philosophique. Il faut intégrer la pathologie dans son ensemble. On ne peut pas traiter l'endométriose dans un contexte d'infertilité sans intégrer le paramètre douleur. Et vous allez voir qu'il va jouer dans le timing de la prise en charge. Bien sûr, il y a les stades ASRM et les scores EFS, on en dira deux mots, mais également d'autres paramètres qui ont trait aux caractéristiques de la patiente et caractéristiques en rapport avec son potentiel de fertilité, à savoir l'âge, l'AMH, la fertilité antérieure, les autres facteurs tubaires utérins et ovariens, pour savoir que privilégier une prise en charge médicale, une prise en charge chirurgicale, je parle toujours d'un contexte d'infertilité, ou le recours immédiat à la procréation médicalement assistée. Ne négligeons pas l'aspect multidisciplinaire de cette pathologie. Souvent, on prend la décision rapidement tout seul dans son cabinet. La patiente a un kyste de l'ovaire de 5 cm, elle a un petit peu mal, madame, on va vous opérer demain, vous avez une endométriose. Non, il faut réfléchir, il faut faire une IRM pour voir s'il n'y a pas d'autres localisations associées, rechercher une localisation profonde qui ne se verra que par l'IRM, les signes cliniques sont pauvres. Donc, gynécologue, radiologue, chirurgien, parfois l'endométriose infiltre le tissu digestif et il faut vous faire aider par un chirurgien, un urologue. Des praticiens de la douleur, ça n'existe pas beaucoup dans notre pays, mais parfois le syndrome algique prédominant, il faut savoir manier les antalgiques et les spécialistes en AMP que nous sommes censés être, mais également des psychologues, puisque c'est une pathologie au long cours qui dure toute la vie et qui va entraîner une lourdeur et une pesanteur psychologique à toutes les étapes de la vie et il faudra donc décider du traitement médical, chirurgical ou PMA. Deux cas de figure pour vous illustrer que le contexte peut être très variable. Ça peut être une femme de 28 ans qui a une infertilité pas très ancienne, 2 ans, une fausse couche, une AMH correcte, une endométriose stade 1, des trompes perméables, un traitement célioscopique, un bon cas d'endométriose pour lequel vous vous sentez optimiste. Par ailleurs, vous avez en face une femme de 39 ans, infertilité primaire de 5 ans, qui a une AMH basse, des algies pelviennes, une endométriose au stade 4 et un endométrium opéré déjà.
vous voyez que la prise en charge, vu l'âge, le contexte, la classification sera totalement différente et c'est ce qu'on va aborder. Alors, traitement médical ou chirurgical, puisque c'est ça la question, médical et son cortège, son timing, ou traitement chirurgical versus aide médicale à la procréation dans le cas d'endométriose. Juste un mot concernant l'influence de l'endométriose sur un paramètre important en AMP que le taux d'AMH. Et vous voyez, dans une analyse statistique, les AMH qui atteignent un taux inférieur à 1 sont en relation avec les endométriomes ovariens, puisque vous avez ici, quand on a un endométriome opéré, on a 3 fois plus de risques d'avoir une AMH inférieure à 1. C'est peut-être pas grand-chose comparé à l'âge, puisque quand on a 40 ans, on a 20 fois plus de risques quand on a une endométriose d'avoir une AMH inférieure à 1. C'est juste un aspect illustratif. Alors la chirurgie versus la PMA, les limites de la chirurgie, c'est ses complications, et puis les chirurgies non nécessaires. Vous allez voir qu'on va changer de concept par rapport à l'approche chirurgicale. Le problème, c'est les récidives. C'est une maladie de la vie. Les altérations de la réserve ovarienne, c'est un problème qu'on va retrouver en face après la chirurgie quand on va aborder la fertilité. L'avantage, c'est que c'est un bon traitement de la douleur et on ne risque pas de passer à côté d'un cancer ovarien. Pour ce qui est de la PMA, il y a les complications de la PMA, notamment des ponctions ovocytaires dans un contexte endométriosique quand il y a des effractions, quand il y a une ponction qui titille un petit peu le kyste. Il n'y a pas d'effet sur le syndrome algique, mais la PMA a l'avantage d'éviter la chirurgie des endométriomes, et vous allez voir qu'elle n'est pas obligatoire avant une PMA, et de l'endométriose profonde, on n'est pas obligé de les traiter, et elles ne sont pas toujours nécessaires. Donc, le message à faire passer, qu'on va étayer par 2 stratégies thérapeutiques, c'est que le diagnostic d'endométriose ne doit plus être considéré comme synonyme de chirurgie. Il fut le cas où, devant une suspicion d'endométriose sur des règles douloureuses, un cliché de corne utérine érectile et d'une déviation d'une trompe, et un contexte d'infertilité de 1 année, disons, on proposait à la patiente une cœlioscopie. Non, il n'y a pas d'urgence à proposer une cœlioscopie. Devant un kyste de l'ovaire chez une jeune fille de 22 ans qui n'est pas mariée, bilatérale, 4-5 cm, on avait l'habitude de proposer une cœlioscopie pour lui diminuer ses douleurs et traiter ses kystes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas obligatoire si on peut gérer la douleur autrement en attendant d'y voir plus clair dans son pronostic de fertilité et dans l'évolution de la maladie. La chirurgie, encore un élément important, doit être pratiquée en cas de désir de grossesse, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de cette stratégie de prise en charge en vue d'une infertilité. Il ne faut pas traiter la patiente à 25 ans et alors qu'elle va essayer d'avoir une grossesse à 32 ans. Si on peut à 25 ans gérer son endométriose médicalement et lorsqu'elle a un désir de grossesse, essayer d'améliorer son pelvis pour lui donner plus de chances d'avoir une grossesse dans un premier temps spontanément en fonction du stade de sa maladie et dans un deuxième temps par un MPES si on n'arrive pas à la traiter médicalement, et il faut se donner le temps de se rapprocher de ce désir de grossesse. Donc, la nouvelle stratégie, c'est de diminuer le nombre de chirurgies. Il faut éviter les chirurgies non nécessaires d'endométrium, les femmes qui ne sont pas très algiques, avant l'AMP quand celle-ci n'est pas nécessaire et que la femme est vraiment indiquée pour aller avoir une PMA. Dans les adénomioses, il ne faut pas se presser pour aller opérer, il faut faire attention au diagnostic différentiel fibrome-adénomiose. Donc surtout, les chirurgies non nécessaires et les chirurgies itératives. Et il faut essayer de planifier le meilleur moment pour avoir recours à la chirurgie et n'opérer la patiente qu'une seule fois dans sa vie, donc une seule fois dans la vie endométriosique d'une femme. Après, si jamais il y a une récidive, il y a d'autres moyens. Donc, voilà un schéma qui peut récapituler. Donc, au début, vous avez le diagnostic d'endométriose, par exemple. Vous pouvez traiter médicalement la patiente. Il y a un désir de grossesse. Une seule et unique chirurgie bien faite par des gens expérimentés. Et là, on pourrait ouvrir une parenthèse. Nous ne savons pas tous correctement opérer les endométrioses dès qu'elles dépassent un certain degré d'infiltration des tissus sans avoir de complications. Donc, il faut qu'il y ait des référents en endométriose. Puis, éventuellement, recourir à la procréation médicalement assistée, complétée par un traitement médical. La deuxième option, c'est diagnostic, traitement médical et aide médicale à la procréation, si jamais le traitement médical n'a pas donné de grossesse, et continuer par un traitement médical. Donc la stratégie, c'est endométriose, celliochirurgie, oui ou non, certains critères de pronostic. Si le pronostic
est mauvais, âge plus de 38 ans, sperme altéré. On peut donner des analogues, vous allez voir la littérature ce qu'elle en dit, et passer à la FIVIXI en protocole long devant les conditions qui sont de mauvais pronostic. Si le pronostic est bon, on peut faire une abstention de 3 à 6 mois, une stimulation, insémination, quelques cycles, et si ça ne marche pas, on passe en PMA. Donc voilà un schéma général. Alors maintenant, passons à la prise en charge, selon les données de la littérature, sur des points précis de l'infertilité. Alors en hors FIV, en dehors de la FIV, ça peut être soit l'expectative, soit la stimulation ovarienne, soit les inséminations intra-utérines. Il n'y a pas de véritable consensus puisque ce n'est pas à l'endométriose qu'on a affaire. C'est aux conséquences de l'endométriose sur l'ovulation, sur le statut ovarien, sur la liberté des trompes, sur les adhérences. Donc, deux endométrioses de stades différents ne sont pas forcément prises en charge de la même façon en fonction de leurs conséquences. Je voudrais dire un mot de ce score qu'on n'utilise pas souvent, puisqu'on était à l'habitude d'utiliser les scores à SRM. Donc c'est le EFI, l'endométriose fertilité score. Il a l'avantage d'avoir un aspect qui donne une vue d'ensemble de la patiente. Et vous voyez que plus le score est meilleur, par exemple, pour ce qui est des trompes et des ovaires, fallopian tube ici, 4 si c'est normal, moins si c'est anormal, les ovaires également, le pavillon, 4 si c'est normal, moins si c'est anormal, etc. Et finalement, on fait un score qui tient compte de l'âge aussi. Plus la patiente est jeune, meilleur est le score. Et finalement, si vous avez un bon score, c'est que vous avez un bon score d'endométriose. Et cette diapositive donne une idée pronostique en fonction de ce score. Et vous voyez, pour les bons scores, le taux de grossesse spontanée à 36 mois est important pour les bons scores. Plus le score est bas et moins le taux de grossesse spontanée arrive, et vous voyez qu'à 12 mois, pratiquement à 12 mois, tout le monde rejoint une courbe. Donc après 12 mois, l'endométriose, il faut passer à autre chose s'il n'y a pas de grossesse spontanée, puisque le taux reste identique. Par contre, vous voyez que dans les scores bas d'endométriose sévère, le pronostic est mauvais dès le début, et vous pouvez vous appuyer sur ce score pour passer à une indication de fécondation in vitro directement. Alors le traitement médical est-il justifié? Un traitement antigonadotrope chez une patiente endométriosique infertile ne peut pas être recommandé afin d'augmenter les chances de grossesse hors FIV si tout va bien. Les performances des stimulations ovariennes, vous voyez que si on donne des gonadotrophines, on a 37,5% de grossesse. Si on attend, 24% de grossesse sur les stades 1-2, donc on peut aider par les gonadotrophines. Deuxièmement, la stimulation ovarienne dans les endométrioses stade 1-2 donne de meilleurs résultats quand on a recours aux gonadotrophines, des niveaux de preuve qui sont plutôt corrects. Les performances des inséminations, vous voyez que les inséminations, bien sûr, il faut les faire avec stimulation. Quand on fait avec gonadotrophine, sans gonadotropine, vous avez des taux de grossesse 5 à 6 fois supérieurs. Oui, donc bien sûr, le traitement avec gonadotrophine, c'est classique pour toutes les indications, est meilleur qu'avec le traitement citrate de clomifène seul. Mais surtout, alors pour les endométriums, pour les endométrioses stade 3-4, même les inséminations peuvent, quand les trompes sont perméables et que l'anatomie est respectée, aboutir à des taux de grossesse qui sont en insémination parfois corrects pour certaines séries, mais l'importance de l'information importante est la suivante, c'est qu'il ne faut pas traîner. Vous voyez ici l'étude prospective des endométrioses minimes. Le taux de grossesse cumulé en insémination intra-utérine est de 39% quand on fait 1 à 3 cycles et 5,6% quand on fait 6 cycles. Ça veut dire que si vous avez été obligé d'aller jusqu'à 6 cycles, c'est que c'était un mauvais pronostic. Donc, après le 3e cycle, les chances n'augmentent pas vraiment. Si au bout de 3 cycles, vous n'avez pas eu de grossesse, c'est que les dégâts anatomiques sont suffisamment importants pour que vous puissiez passer à autre chose. Après avoir attesté de la liberté des trompes, après votre célioscopie, votre traitement, et après avoir essayé l'expectative, les stimulations douces et les inséminations intra-utérines, vous êtes forcé, le temps presse, surtout si le temps presse, de passer à la fécondation in vitro ici. Donc, si on se trouve en fécondation in vitro, quelles sont les données? Et on s'est inspiré des données les plus récentes, ce sont celles du Collège de médecine, qui a bien disserté sur le sujet infertilité et endométriose. Alors, les données sont les suivantes, on va les énumérer une à une. En cas d'infertilité dans un contexte d'endométriose,
Donc, la prise en charge en FIV en termes de taux de grossesse n'est pas affectée par l'existence d'une endométriose. Donc, s'il y a une endométriose, c'est pas pour ça que vous allez avoir un taux de grossesse en moins. On va en voir les nuances. Donc, en cas d'endométriose, le nombre d'ovocytes recueillis semble être plus faible. Ah, déjà une nuance, notamment en cas d'endométriose sévère, et on va donner quelques exemples. Et les études sur la stimulation d'ovulation ne montrent pas d'aggravation des symptômes de l'endométriose quand on a recours à une FIV ou ni d'aggravation de la maladie. Alors, ICSI ou FIV, même chose. Vous voyez que le niveau de preuve à droite, ce n'est pas du niveau de preuve élevé, mais même chose. Pas de différence pour le taux de grossesse entre un protocole agoniste et antagoniste chez les patientes présentant une endométriose. On va nuancer un petit peu pour voir l'avantage de l'un et l'inconvénient de l'autre. Donc, les données de la littérature nous permettra de recommander le choix d'un protocole, mais moi, je vous recommande le choix d'un protocole. C'est évident que les agonistes, leur intérêt, c'est de pouvoir, par l'effet down-regulation, essayer d'inhiber un petit peu l'endométriose et de démarrer dans un contexte plus favorable. Mais la down-regulation a le pouvoir d'inhiber cet ovaire qui a déjà été opéré, pour lequel la MH n'est pas bonne. Donc, il y a un problème. Merci. Heureusement que les élèves sont là. Merci. Donc, je voulais dire que l'agoniste va inhiber, va entraîner une down-regulation. Donc, parfois, vous êtes mal à l'aise pour utiliser cet agoniste chez un ovaire où il a une MH à 0,2, 0,3. Donc, vous utilisez l'antagoniste et vous n'avez pas de grande différence. On va voir le petit avantage de l'agoniste. Donc, il y a une amélioration des chances de grossesse par blocage. Comme je vous l'ai dit, on inhibe l'action de l'endométriose. Et il est recommandé de mettre en place un pré-traitement, parfois stimulation, soit par agoniste du GnRH, soit par contraception progestative. Ça permet de bloquer cette endométriose avant de commencer. Alors cet article, c'est le plus sympa que j'ai trouvé. Il est assez ancien, je crois qu'il date de 2014, 15, qui a comparé les agonistes et les antagonistes pour les stades endométriose 1, 2 et les endométriomes. C'est pas beaucoup. Et il a montré que, je pense que la ligne la plus intéressante, c'est celle-là. Les ovocytes en métaphase 2 sont plus importants dans les endométrioses légères que dans les situations où il y a des endométriomes opérés ou non opérés. On passe de 9,2 à 6,5, 5,7. C'est quand même intéressant. Bon, il n'y a plus d'ovocytes disponibles, le stradiol est un peu plus élevé, etc. C'est des corollaires. Mais ce chiffre vous permet, même si les taux de grossesse sont comparables, donc 26-31, antagoniste et analogue, attends, c'est 26-31, c'est pas significatif, mais vous avez quand même la possibilité, puisque vous avez plus d'ovocytes et vous avez plus d'embryons, 5,4 par rapport à 3,7, donc même taux de grossesse, mais plus d'embryons, donc plus d'embryons à congeler, donc un taux de grossesse cumulé qui peut être plus important. Alors, pour l'endométriose superficielle, il faut retenir qu'il n'y a pas un très bon niveau de preuve quant à un effet positif de la chirurgie sur l'endométriose péritane, sur la prise en charge de l'AMP en FIV. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez que l'endométriose et que vous allez faire une FIV, ce n'est pas la peine de faire une cellule, rien que pour ça, si la patiente n'a pas de douleur. Dans le seul but de l'AMP, non, c'est uniquement pour traiter une douleur associée avant. Alors, pour les endométriomes, et là, c'est un gros débat, les endométriomes, c'est un problème. L'intérêt de la chirurgie, il est évident, diminuer les douleurs, éviter les complications infectieuses, faciliter l'accès aux follicules, restaurer l'anatomie, éliminer le risque de malignité, apporter une preuve histologique. Mais il y a de consensus d'assez bon niveau que le traitement chirurgical avant FIV n'est pas forcément recommandé à la seule fin d'améliorer la fertilité. C'est plutôt l'élément de douleur qu'il faut prendre en compte et peut-être taille plutôt que la FIV. Donc en d'autres termes, vous pouvez faire une FIV avec un endométrium en place. Il est à discuter quand il y a une symptomatologie douloureuse très importante, en fonction de sa taille, 6 cm, 5-6 cm, ça semble être une limite qui n'est pas franchement déterminée. Donc en cas de doute diagnostique, attention, si vous faites une IRM et que vous dites que ce n'est pas franchement une endométriose, il ne faut pas s'amuser. Et donc il faut évaluer les indications associées aussi une prise en charge de l'AMP, telles que l'âge, la durée de l'infertilité, le composante masculine, etc., pour prendre sa décision. Alors, l'impact des endométriomes quand ils sont petits n'est pas importante en termes de taux de grossesse. Il peut y avoir une diminution possible des ovocytes qui se comprend par une altération de l'ovaire et une diminution de la MH et une nécessité de doses un peu plus élevées en gonadotrophine.
Les antécédents de chirurgie pour endométrium sur les résultats de la prise en charge en FIV ne sont pas modifiés. Et il y a une tendance à la diminution de la réserve ovarienne. Ça, on l'a dit, donc en conclusion, il n'est pas recommandé de opérer systématiquement ces endométriomes. Alors, si on ne les opère pas, peut-on faire autre chose? Est-ce que ça sert de soulager l'ovaire, soi-disant, avant de ponctionner? On a tous cette tendance, on a tous cette envie. C'est tellement facile de ponctionner un ovaire qui présente une endométriose, même psychologiquement, on se dit que cet ovaire va mieux réagir à la stimulation et ce ovocytes vont être plus accessibles. Alors la littérature dit, avec un niveau de preuve C, qu'il n'est pas recommandé de réaliser une aspiration transvaginale systématique afin d'augmenter le taux de grossesse. Alors là, ça joue sur les mots, hein. Ça ne vous dit pas pour améliorer les conditions de ponction, pour, etc. Pour output final, taux de grossesse. Bon, ça peut paraître logique, cependant, il y a des gens qui propose l'aspiration avec alcoolisation. Il y a une étude qui a été faite dans les endométrioses récidivants de plus de 3 cm, absence d'alcoolisation et alcoolisation 3 mois avant la FIV. Les résultats montrent un meilleur taux de grossesse en cas d'alcoolisation, bien que non significative. Peut-être que l'ovaire serait plus libéré, plus enclin à répondre, il serait moins comprimé, moins stressé. C'est à creuser. Et une deuxième étude rétrospective de ISB qui compare l'alcoolisation avec la kystectomie intrapéritonéale. Ah, là, on est plus agressif. On retourne ouvrir l'ovaire et pour les kystes récidivants endométriosiques de plus de 2 cm avec un antécédent de kystectomie première. Une augmentation significative du taux de grossesse évolutive en cas de ponction alcoolisation. Peut-être parce qu'on n'a pas touché à l'ovaire, on a préservé le capital ovarien. Alors, toujours dans les endométriomes, l'endométriose, stade 3, stade 4, etc., il y a un nouvel outil thérapeutique. La Visane, le dienogeste, il est largement prescrit dans les indications algiques de l'endométriose. Il est légitime de se poser la question, est-ce que, avant d'avoir recours à une prise en charge de l'infertilité ou de l'endométriose, est-il justifié de donner Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas d'étude dans la littérature qui puisse trancher ce niveau-là. À vous de vous faire votre propre idée. La seule étude que j'ai trouvée, qui date de 2017, il paraît qu'il y a des études en cours. Il y a beaucoup d'études en cours, puisque l'efficacité du traitement se juge sur le long cours. Et puis après, vous allez faire votre FIV, et après, vous allez avoir votre résultat. Donc, c'est des études en cours qui vont prendre du temps pour apparaître, mais il y en a. La seule étude que j'ai trouvée, qui m'a paru intéressante, mais qui nécessite d'être creusée, c'est la place du dienogeste en post-opératoire après la chirurgie de l'endométrium. Et sur cette étude de 144 patientes, opérés pour kyste endométriosique. Dans les suites, il y a le groupe 1 de 38 patientes qui a eu du dienogeste, le groupe 2, 70 patientes qui a eu des analogues du GnRH, et le groupe 3 qui n'a rien eu pendant 6 mois. Eh bien, figurez-vous que les résultats sont quand même intrigants, puisqu'il dit que le taux de grossesse par cycle était 2,5 fois supérieur dans le groupe traité par dienogeste par rapport aux patientes qui n'ont rien eu. Le taux de stradiol était plus élevé et le nombre d'ovocytes recueillis était plus important. Donc 2,5 fois plus de grossesse quand on donne du dienogeste en post-opératoire sur une endométriose. Il n'y a pas que la douleur là, il y a probablement des phénomènes qui agissent sur l'inflammation, sur l'aspect, disons, paracrine de l'ovaire. Donc en conclusion, il faut fouiller la place du dienogeste. Je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de bénéfice d'une seconde chirurgie, attention, dans les endométriomes. La récidive d'un endométrium en cas d'incident de kystectomie ne modifie pas le résultat. Les données de la littérature sont insuffisantes pour recommander l'aspiration transvaginale, mais vous avez vu qu'il y a des gens qui la préconisent. Et en cas d'endométrium récidivant pouvant gêner la ponction, celui-ci pourrait, avec un niveau de preuve 3, être drainé par voie vaginale avec ou sans alcoolisation. Quand les niveaux de preuve sont faibles, c'est l'expérience de l'opérateur qui prime. Il n'est pas recommandé de réaliser un traitement chirurgical préalable de l'endométriose dans le sol profonde, et là je parle de l'endométriose profonde, j'en ai fini avec les kystes à proprement parler, les endométrioses de la cloison recto-vaginale, les endométrioses avec adhérence importante algique, avec ou sans kyste. Donc si on va recourir à la fécondation in vitro, on n'est pas obligé d'aller nettoyer le pelvis avant, et la place de la chirurgie est discutée en cas de plusieurs échecs de tentatives de FIV, et il y a peu d'études qui traitent du sujet dans la littérature. 2 études non contrôlées ont quand même évoqué, et les chirurgiens sont partisans du traitement chirurgical pour améliorer le résultat de la fécondation in vitro après, dans les endométrioses profondes après traitement chirurgical. Alors, le taux de grossesse en FIV en cas d'endométriose profonde ne sont pas différents des taux de grossesse obtenus par FIV dans les autres indications. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a l'endométriose profonde que les résultats vont chuter. La prise en charge peut être proposée afin d'augmenter les taux de grossesse
dans un contexte d'infertilité d'endométriose profonde. La FIV est une bonne indication et les études comparant les chances de grossesse après FIV précédées ou non de chirurgie ne permettent pas à ce jour de conclure sur l'intérêt de la prise en charge préalable en dehors d'une symptomatologie douloureuse. Pour les endométriomes récidivants, on est tous confrontés à ça, c'est une maladie de la vie. Donc, les résultats d'une chirurgie itérative n'altèrent pas forcément, si le chirurgien a bien fait son travail, qu'il a respecté le parenchyme ovarien, FIV ou traitement secondaire, il n'y a pas de différence importante en matière de taux de grossesse, mais qu'on a dit que le principe était d'opérer une fois dans la vie, et la stratégie doit tenir compte de la symptomatologie, des risques opératoires, des facteurs d'infertilité associés, de l'âge, du partenaire, des trompes qu'on laisse en place, etc. Pour finir, je vais parler de l'adénomiose. Deux mots, on oublie souvent endométriose, mais l'endométriose est très souvent associée. C'est la même entité ou la même pathologie avec deux entités différentes, mais l'endométriose reste catastrophique pour l'implantation utérine. Alors, les auteurs disent qu'il ne semblerait pas y avoir un effet négatif sur les taux de grossesse en FIV. Mais on ne peut pas affirmer ça, puisque les endométrioses ne sont pas toutes les mêmes. Vous avez des endométriomes comme ça, vous avez des petites endométrioses avec hyperécogénicité de la paroi et asymétrie des berges. C'est différent, donc l'endométriose est quand même mauvaise. Pour preuve, le taux de fausse couche semble être supérieur et l'utilisation des agonistes du GnRH serait de bons pronostics. D'ailleurs, la fameuse étude de Selem qui continue à faire référence, c'est une méta-analyse en 2006, qui montre que quand on a une endométriose, une belle endométriose, et qu'on donne des agonistes pendant 3 à 6 mois, on multiplie le taux de cumulative pregnancy rate par 4. Le danazol pourrait être aussi efficace. Donc, regardez de plus près l'adénomiose, et je suis pour faire très attention à l'échographie, et peut-être même à l'hystéroscopie, regardez d'un peu plus près, l'adénomiose est catastrophique. En conclusion, il faut une bonne prise en charge. Il faut tenir compte de ce concept d'endométriosis life, la vie endométrisique de la patiente. Ce n'est pas parce que vous l'avez opérée que la prise en charge s'est arrêtée là. Elle va faire le tour des médecins, elle va avoir mal, et elle ne va pas comprendre en venant vous voir un autre médecin que vous l'avez opéré d'un kyste et après 1 an, il y a un autre kyste qui est là. Elle croira que vous l'avez mal opéré. Donc, bien expliquer avant pour la faire adhérer au processus thérapeutique, au niveau de la prise en charge des douleurs, mais également au niveau de la prise en charge de son infertilité, en profitant des outils, le traitement médical, en gérant le profil d'infertilité, le traitement chirurgical, les traitements adjuvants, je n'ai pas beaucoup parlé puisque le problème c'est la fertilité, mais si on avait à traiter de l'endométriose, il y a plein d'autres traitements pour la douleur, passant de l'acupuncture jusqu'à tous les autres traitements de la douleur, les anti-inflammatoires, les antalgiques, les inhibiteurs de l'aromateur, tout peut être donné et il ne faut pas oublier cet accompagnement, ces explications et ce soutien psychologique. Je vous remercie. Docteur. Merci, docteur Thérèse, pour cet excellent exposé. Comme d'habitude, il était exhaustif. Et puisqu'on va être dans le même sujet, concernant l'endométriose, on va passer à la seconde intervention et on laisse la discussion pour les deux ensemble. Tfadal si Mohamed. Merci beaucoup, merci à Lagos pour cette invitation. Toujours un très grand plaisir d'être là. Allô la régie. Alors moi, on m'a chargé de parler de l'endométriose, point de vue stimulation. Et avec cet intitulé, stimulation particulière, cas de l'endométriose. Et on va voir que vraiment, c'est une stimulation qui est particulière. Alors je vais m'arrêter aux stimulations en fécondation in vitro, puisque c'est ce qui m'a été demandé. Hop. Voilà, alors je vous dis tout de suite, nos présentations vont se chevaucher comme ces deux endométriomes, mais elles sont quand même distinctes comme ces deux ovaires, puisque forcément nous allons parler du même sujet, mais je vais essayer de me concentrer beaucoup plus sur les aspects spécifiques de la stimulation en fécondation in vitro en cas d'endométriose. Alors est-ce que c'est vraiment une situation particulière ? Oui, d'après les chiffres, parce que quand on ne fait pas d'action spécifique en cas d'endométriose, comme dans cette belle étude de cohorte récente, où on a utilisé des cycles lents classiques ou des cycles antagonistes, eh bien, on montre que par rapport à l'inexpliqué, par exemple, on a 24% de naissances vivantes, alors qu'en cas d'inexpliqué, on a 29%.
et donc 24% moins de chances d'avoir une naissance vivante. Et c'est un effet qui est sévérité dépendant, c'est-à-dire que plus l'endométriose sera sévère, plus cette baisse des résultats va être observée. Donc nous voilà face à une situation qui est assez particulière et nous allons tenter d'apporter certains éléments correctifs à notre stimulation pour espérer justement de retrouver ces mêmes taux de grossesse pour les autres indications. Alors cette notion n'est pas nouvelle, hein, puisqu'il y a déjà une méta-analyse assez vieille, comme vous voyez, qui a colligé des études qui sont assez vieilles et qui a montré que en cas d'endométriose sévère, stade 3 et 4, nous avions une baisse des résultats, comme le montre ce carré qui est à gauche de la ligne 1. Alors, ce n'est pas un mystère, hein, on sait que nous sommes face à une situation difficile quand nous faisons une FIV à une patiente qui a une fécondation in vitro. Quand nous avons décidé que la FIV, comme l'a montré Dr Thalès, était l'une des solutions à envisager, surtout en cas d'endométriose sévère et de présence d'endométrium, on sait qu'il y a une baisse des résultats, et la notion qui est connue unanimement, c'est que cette baisse est principalement due à la baisse de la quantité d'ovocytes. Il y a une baisse de la réserve des ovaires, surtout si une chirurgie antérieure a été vécue par la patiente, surtout si ça intéresse les ovaires et les endométriums. Et donc, la quantité de gonadotrophine qui sera utilisée sera beaucoup plus élevée avec un nombre d'ovocytes récoltés qui sera finalement toujours inférieur par rapport aux autres indications. Mais il n'y a pas que ça. Si on regarde cette étude de cohorte, on voit que le taux de blastulation, il est inférieur. 13% seulement d'obtention de blasto en cas d'endométriose sévère sur cette étude. Il y a moins d'ovocytes, ça on sait, mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il y a moins de blasto qui se forment et l'implantation est diminuée. C'est une notion que l'on commence à dire de plus en plus dans les congrès. Il y a une baisse de l'implantation en cas d'endométriose, donc l'endomètre qui n'est pas ectopique, eutopique, lui-même est sujet à des perturbations probablement. Dans cette étude, on montre par exemple qu'on a besoin de transférer 2 embryons versus un seul pour les autres indications pour espérer avoir les mêmes taux de naissance vivante. C'est dire que c'est bien une situation particulière. Encore une fois, dans cette méta-analyse, on l'avait montré, il y avait une baisse de l'implantation en cas d'endométriose sévère. Donc il y a quelque chose qui se passe en dehors de l'aspect purement quantitatif des ovocytes. Ce n'est pas une question d'aneuploïdie, puisque maintenant avec le PJS, eh bien, c'est extraordinaire, puisqu'on peut savoir et cerner le problème embryonnaire du problème de l'endomètre. Et on montre dans cette étude, dans cette belle étude, que les taux d'aneuploïdie sont les mêmes, quel que soit l'âge, quand on compare les patientes qui ont une endométriose aux patientes de la population générale. Alors, est-ce que c'est l'ovocyte? Bien sûr, il y a toujours des écoles pour dire est-ce que c'est l'ovocyte, est-ce que c'est l'endomètre. Ici, une belle revue de la littérature avec, qui donne beaucoup plus des notions théoriques du pourquoi l'ovocyte donnerait moins de blastocystes au final, où on va dire que on va s'appuyer sur le fait qu'il y ait moins de maturité, un taux de fécondation qui est inférieur et un taux de maturation in vitro, on en parlait tout à l'heure, qui est inférieur, pour dire c'est l'ovocyte qui est accusé de la baisse des résultats. Mais c'est vrai que de plus en plus de publications, et c'est beaucoup plus à la mode de dire que l'implantation est perturbée en cas d'endométriose en raison d'une dominance des oestrogènes et surtout ce qu'on appelle la résistance à la progestérone. Je vous épargne le schéma compliqué, je sais que nous sommes beaucoup plus des gynécologues ici que des embryologistes, donc on va s'arrêter à la résistance à la progestérone et à la perturbation de l'implantation. Est-ce que les études avec dons d'ovocytes peuvent nous aider pour cerner est-ce que c'est un problème ovocytaire ou est-ce que c'est un problème de l'endomètre? Vous allez voir que l'enjeu est important parce que ça peut changer notre stimulation. Eh bien, les données sont conflictuelles et mitigées, donc on n'est pas arrivé avec ces études, souvent avec un effectif qui n'est pas très important à dire est-ce que c'est les ovocytes ou est-ce que c'est l'endomètre qui est perturbé. Alors, donc voilà, donc à la baisse de la quantité des ovocytes, il y a cette notion qui a une baisse de la qualité des ovocytes qui est mitigée et une notion qui est en vogue actuellement où on dit qu'il y a une baisse de l'implantation en cas d'endométriose, en tout cas sévère ou en tout cas en présence d'endométrium. Alors, est-ce que la chirurgie avant FIV peut constituer une action qui peut restaurer justement les taux? Ça a été dit tout à l'heure par Dr Thalès.
il n'y a pas de mystère, vous allez voir que pas vraiment. Le blocage avant FIV, par contre, là, on le faisait et on le fait encore de manière presque intuitive depuis la méta-analyse de Salem en 2006, et on commence à découvrir pourquoi ça marche. Alors je passe rapidement sur la chirurgie pour dire que si on s'est décidé pour une fécondation in vitro, il n'y a plus de place pour aller opérer ou faire une chirurgie lourde, à moins que la patiente soit vraiment très algique et là, ce n'est plus une question de fertilité, mais plus une question de qualité de vie. Les consensus de Lécheret aussi ne laissent pas beaucoup de place pour la chirurgie de l'endométrium, à moins que ce soit des endométriums qui sont douloureux. Et on retient aussi le fait que les ovaires ne soient plus accessibles à la ponction comme une indication. Mais attention, pas de bénéfice si on s'est décidé pour la FIV. Il y a un risque sur la réserve des ovaires, quel que soit le niveau d'expérience. Et donc, il faut informer les patientes du risque de perte du capital folliculaire, ce qui est en soi un élément capital pour le pronostic de la fécondation in vitro. Et donc, la chirurgie avant FIV, non, sauf si douleur, sauf si hydrosalpinx ou si ovaire inaccessible. Et on va parler plutôt et se concentrer beaucoup plus sur cette histoire de blocage ovarien, de suppression de l'axe hypothalamo-hypophysaire et de ses avantages sur les résultats de la fécondation in vitro. Alors je disais qu'il y a ce bon vieux protocole que l'on connaît tous, le protocole ultra lent avec ses 3 mois d'agonisme de la GnRH. Sur le dernier mois, on en profite pour faire une stimulation et un transfert en frais. C'est ce que nous faisions tous, c'est ce qu'on continue dans notre grande majorité à faire quand on peut le faire, parce que ça augmente, et ça a été démontré, que ça augmente les taux de grossesse, ça les rend presque comparables aux autres indications. Ça a été le gold standard pendant des années, c'est en train d'être challengé, comme on va le voir, et on ne sait pas trop, on l'a fait pendant des années, mais est-ce que c'est parce que ça a amélioré l'implantation ou parce que ça a amélioré la qualité des ovocytes? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question qui était récurrente à chaque congrès quand on présentait ce protocole ultra lent, c'est mais qu'est-ce que je fais si ma réserve ovarienne est mauvaise? Et les femmes qui ont une endométriose, surtout sévère, sont beaucoup plus à risque d'avoir cette baisse de la réserve des ovaires. Et on sait tous que si on met ces patientes-là sur 3 mois de décapeptyle, on va avoir des grosses difficultés à les stimuler. Et on n'avait pas de réponse réelle à chaque fois des différents auteurs sur cette question-là. En plus de ça, il faut le dire, d'abord c'est cher. En plus, ça a des effets indésirables que l'on peut contrebalancer avec la bactérothérapie. Et puis, on est très embêté si on a fait tout ça et que la patiente ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'il va falloir repartir un coup pour 3 mois d'agoniste avec tous les risques sur la masse osseuse, sur les effets indésirables et sur les coûts? Ça devient compliqué. C'est pour ça que, de plus en plus, on s'est penché vers d'autres possibilités de blocage, de suppression, comme la pilule œstroprogestative 6 à 9 semaines, qui est très largement défendue par M. De Ziegler, qui nous fait défaut cette année, et c'est bien dommage, on aurait bien débattu. Et en 2010, il proposait un transfert frais après 6 à 9 semaines de pilule, avec une stimulation en antagoniste. C'était un article paru dans Fertile Stérile en 2010. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui utilisent ce protocole en continu savent très bien qu'il y a ce problème de spotting, et le téléphone n'arrête pas de sonner parce que les patientes ont ce saignement noirâtre qui ne les gêne pas toutes, mais certaines. Et puis on peut se poser la question sur la réponse ovarienne aussi, parce qu'un blocage par pilule, on sait aussi quand c'est prolongé que ça peut avoir un effet sur la réponse des ovaires, sans compter la polémique avec les résultats de la FIV dans la population générale après pré-traitement par pilule. Et puis un élément important à connaître, c'est que si nous sommes face à une hyperstimulation, ce qui arrive pas souvent en cas d'endométriose, et quand on a mis 6 à 9 semaines de pilule œstroprogestative, eh bien, le déclenchement par agoniste risque d'être défaillant et on risque de ne pas avoir un pic endogène de LH quand on veut déclencher avec des agonistes. Donc, il y a certaines précautions à prendre. Alors, quel est le meilleur finalement? Est-ce qu'il vaut mieux bloquer 3 mois avec un agoniste ou avec une pilule? Eh bien, l'étude est en cours. Maintenant, la mode, c'est de publier des protocoles dont on n'a pas encore les résultats. Et donc, il y a un protocole en cours. Vous voyez, c'est 2019. Donc, on va avoir la réponse rapidement. C'est une étude randomisée. C'est bien. Heureusement qu'il y a ces études randomisées pour qu'on puisse, nous, avoir des données. Alors, je montre cette étude qui a été montrée par Dr. Thalès.
parce que c'est la seule, effectivement, que j'ai retrouvée moi aussi, où on utilise le dienogeste en pré-traitement comme blocage, avec l'idée, bien sûr, c'est double effet d'amélioration des signes de l'endométriose et de blocage avant FIV, où cette étude, certes randomisée, mais avec des effectifs qui restent assez faibles, démontre que l'on peut espérer 38% de naissances vivantes pour le bras dienogeste comparé à l'agoniste où on a 28%, mais je pense qu'on ne peut pas tirer des conclusions avec cette seule étude qui existe, mais en tout cas, en attendant les études en cours pour savoir est-ce qu'il faut mieux pré-traiter avec le dienogeste. Voilà. Je reviens à la question de est-ce que c'est l'ovocyte, est-ce que c'est l'endomètre qui sont la cause des chutes des résultats. C'est intéressant parce que ça nous permettrait de savoir ou de penser à où placer notre blocage ovarien. Parce que si on le place avant la stimulation, si c'est les ovocytes qui sont en cause, eh bien, il pourrait éventuellement, ou on pourrait espérer une amélioration de la qualité ovocytaire et de l'implantation. Mais avec ça, on diminue la quantité des ovocytes et on a une stimulation qui est beaucoup plus laborieuse. Et si on croit, comme M. Desigler, encore une fois, que le Graal se trouve au niveau de l'implantation et que le blocage va surtout agir au niveau de l'endomètre pour restaurer la réceptivité à la progestérone et restaurer l'implantation, eh bien là, vous comprenez très bien qu'on pourrait très bien placer le blocage ovarien ici. Et donc, vous avez compris, c'est là où le freeze-all commence à être proposé en cas d'endométriose. On se dit, si le blocage va perturber la réponse ovarienne, eh bien, tant qu'à faire, stimulant sans blocage, on va recueillir le maximum d'ovocytes, et ça peut être rendu par un protocole antagoniste avec déclenchement par agoniste, comme ça on évite les problèmes. Par la suite, freeze-all de tous les blastos, blocage, et transfert sur un cycle d'embryon congelé. Donc ça, c'est ce qui commence à ressortir des publications assez récentes. Ça peut avoir des avantages certains, puisqu'il n'y a pas cette suppression profonde des ovaires, à condition que l'on croit que le problème ne se situe pas au niveau des ovocytes. Et donc, on va avoir a priori et en théorie une meilleure réponse. Le déclenchement par agoniste nous permet d'hyperstimuler comme on veut. Il n'y aura pas d'hyperstimulation qui va se surajouter à ce terrain algique. Plus d'effet de la stimulation de l'endomètre, c'est l'effet recherché, moins d'algie et un transfert dans des conditions plus confortables. Et donc ça n'a pas été beaucoup expérimenté, même si on en parle beaucoup. Suré a publié ça dans RBM Online en 2017, où il va stimuler en antagoniste, ponction en freeze-all, avec un déclenchement par agoniste, 3 mois de blocage par agoniste, et puis un cycle artificiel et transfert d'embryons congelés. Alors, il utilise ça pour 2 indications, l'endométriose et les déficits en intégrine. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est réellement. Et voilà ces résultats. Alors, c'est une étude qui est rétrospective, où on voit que quand il réalise du PJS en cas d'endométriose en utilisant ce protocole, il va avoir un taux de naissance un taux d'implantation de 79%, c'est des taux qui font rêver tout le monde, et c'est comparable à la situation où il fait du PJS en situation hors endométriose, et ces résultats extraordinaires affichés ressemblent aussi beaucoup à ce qu'il publie pour les grossesses évolutives. Donc, alors c'est du PJS, hein, je pense que c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi il y a ces taux extraordinaires qui nous font tous rêver. Et lui, il conclut que cette stratégie de stimuler freeze-all, blocage, par agoniste et transfert sur embryon congelé, elle est payante et devrait être indiquée. Alors, M. De Ziegler, fidèle à la pilule, remplace simplement l'agoniste par une pilule. Il prône le freeze-all dans une dernière mise au point qu'il publie dans un livre où il stimule en antagoniste, déclenchement par agoniste, ponction freeze-all, 6 à 9 semaines de blocage par pilule, continu, puis cycle artificiel et transfert. D'autres ont utilisé le freeze-all sans le blocage et ils ont montré qu'il y avait une amélioration des taux de grossesse en comparaison aux patients qui ont une endométriose mais qui n'ont pas eu de freeze-all, qui ont eu un transfert en frais. Le transfert différé ici
a montré un intérêt où on a des taux de naissance vivante cumulative de 29%. Et donc on pourrait se dire, est-ce que c'est véritablement le blocage qui change tout ou est-ce que c'est juste le freeze-all avec la non-exposition de l'endomètre à tous les effets de l'hyperostrogénie et de la stimulation. Donc le mystère reste entier. C'est le sujet chaud de l'année, je pense, parce qu'il faut faire un freeze-all en cas d'endométriose. Monsieur De Ziegler n'hésite pas à dire que c'est presque un gold standard, alors que Michael Rock dit que ce n'est pas encore du tout une indication reconnue au freeze-all. Et donc, on verra bien. Alors, est-ce que la stimulation est plus laborieuse réellement? C'est difficile à dire parce qu'il y a c'est très difficile d'analyser les études qui utilisent des protocoles différents, des protocoles ultra lents, des protocoles avec pilules, des protocoles sans rien du tout. En tout cas, grosso modo, par l'expérience et par ce que rapportent les études rétrospectives, il y a utilisation de doses plus élevées, la stimulation est plus longue, on a moins d'ovocytes. Est-ce que c'est la perturbation de la vascularisation ovarienne? Est-ce que c'est la baisse de la réserve des ovaires qui est à l'origine de ça? Est-ce que c'est les effets du blocage qui est largement utilisé depuis maintenant une dizaine d'années? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut se baser sur l'AMH et le compte des follicules en trop? Difficile à dire parce qu'avec des endométriums, parfois c'est même très difficile de faire un compte de follicules en trop. Et puis il y a certains qui ont remis en question l'efficacité de l'AMH en cas d'endométriose, mais c'est des études vraiment avec de très faibles niveaux de preuve. Le monitorage échographique est bien particulier, ça je pense que vous êtes tous d'accord. Il faut en profiter pour essayer de voir quelle est l'accessibilité des follicules. Est-ce que je peux passer sans toucher ou ponctionner l'endométrium, ce qui serait un idéal. Le monitorage est difficile parce qu'on ne distingue pas toujours ce qui est d'un endométrium, d'un follicule, surtout quand c'est des follicules qui ne sont pas proches de la sonde, si les ovaires sont ascensionnés. Et puis, donc, il faut faire attention, est-ce qu'il existe un hydrosalpinx à côté ou non. Est-ce que la stimulation aggrave l'endométriose? Dr Therese l'a dit, les données sont plutôt rassurantes. Et on peut dire aux patientes, avec un bon niveau de preuve sur cette revue de la littérature de 2018, qu'il n'y a pas un effet flare-up important, à part quelques case reports dans la littérature d'endométriose après les stimulations. Voilà, je vais presque conclure en disant que si on s'est décidé pour la FIV, la chirurgie n'a presque pas de place, sauf ces cas que nous avons et ces exceptions que nous avons citées. Que le blocage ovarien avant stimulation, ça, nous sommes tous d'accord, parce que ça a été le gold standard pendant des années, mais que nous sommes de plus en plus sur une deuxième option où il y aurait une stimulation libre de tout blocage avec un antagoniste, déclenchement par agoniste, freeze-all, blocage ovarien avant un transfert d'embryon congelé et transfert d'embryon congelé pour espérer d'améliorer nos résultats. Voilà, donc vous voyez qu'on en était complémentaires. Au final, il faut rester positif parce qu'il y a parfois des bonnes nouvelles. Et j'aimerais tous vous inviter à la deuxième journée scientifique de Fertilia, où on va débattre de l'endométriose avec les patientes cette fois-ci, puisqu'il y a une session patient. Il y a aussi un débat éthique sur oui ou non légaliser le social freezing en Tunisie. Et M. Fernandez et M. Jean-Noël Hugues, entre autres, qui vont animer les sessions sur l'implantation et la stimulation. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Dr Krouf, pour ce remarquable exposé. Et je voudrais inviter le Dr Therese également à revenir, mais voilà, il est là, je le cherchais, sur le devant de la scène pour participer à cette discussion, qui, je l'espère, va être extrêmement riche. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent de la salle? Voilà, et pour commencer, je vais poser une question à mon ami, le Dr Therese. 2 ans en arrière, dans la CRM, on a parlé d'un marqueur sérique qui laisse prédire qu'il y a des chances d'avoir des grossesses chez des femmes endométriosiques qui ont ce marqueur sérique positif ou bien un taux tel, et pour lesquels on fait pratiquement rien, ou s'il est abaissé, soit passer au traitement médical, soit passer au traitement chirurgical pour avoir des grossesses ultérieures. Est-ce que vous avez vu cela dans votre exposé ou bien dans votre recherche bibliographique? Si tu me dis le nom du marqueur sérique, je te réponds. C'est pas la patate Non, sur franchement, je n'ai pas retrouvé cet élément miracle qui, en le retrouvant, va donner des chances de grossesse importantes, mais ça doit être un indicateur de l'évolutivité de la maladie. Comme le CA125 qu'on fait dans les kystes endométriosiques, ça doit être quelque chose de plus fin qui touche des lésions beaucoup plus fines.
Pour les patientes jeunes, non mariées, est-ce qu'on peut proposer une vitrification ovocytaire et on peut considérer que c'est une indication médicale en attendant qu'elles se marient, vu tout ce que vous nous avez exposé? Alors, il y a le scientifique et le cadre légal tunisien. Alors, sur le scientifique, il y a beaucoup maintenant de publications qui commencent à apparaître sur la préservation de la fertilité en cas d'endométriose. Maintenant, sur le cadre légal tunisien, donc, qui dit que nous sommes autorisés à congeler chez les patientes non mariées ou célibataires en cas de traitement, si on a déjà subi un traitement ou si on s'apprête à subir un traitement qui risque d'altérer la fertilité. Donc je pense qu'il y a toujours l'aspect légal, mais si jamais nous allons opérer une patiente d'une endométriose qui n'est pas mariée et qui est très algique, je pense que le cadre légal est tout à fait compatible avec une congélation des ovocytes. Mais je pense que ça peut déclencher quand même débat dans la salle. Mais s'il n'y a rien qu'on ne va pas opérer, dans le cadre légal, je ne sais pas. Ça rejoint les insuffisances ovariennes précoces? Les insuffisances ovariennes précoces, on n'opère pas. Et il n'y a pas de traitement que l'on instaure. Donc dans le cadre légal tunisien, là, c'est beaucoup plus discutable. Je voudrais peut-être juste rebondir parce que nous commençons à préserver la fertilité chez des patientes qui ont une endométriose sévère et qui sont très jeunes, effectivement. C'est pas remboursé en Belgique, il n'y a que pour les indications oncologiques que la préservation de fertilité est remboursée actuellement. Mais nous considérons quand même qu'il s'agit d'une indication médicale, mais ce sont des cas assez exceptionnels parce que bon, c'est vraiment des cas de jeunes femmes où il y a des chirurgies sévères, ce qui est de plus en plus rare, mais qui arrive de temps en temps. Voilà. Voilà.